Vous écoutez De Gaulle, Histoire d'un géant, épisode 2. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise les États-Unis à Pearl Harbor. Le jour d'après, l'Amérique déclare la guerre au Japon. De Gaulle l'avait prédit, la guerre est devenue mondiale. Un peu malgré eux, les Américains sont désormais engagés dans le conflit. Au début, ils vont conduire une politique diplomatique ambiguë à l'égard de Philippe Pétain. Le président Roosevelt estime que le régime de Vichy est leur seul interlocuteur légal, et ils essaient de l'influencer. En vain. Vichy abolit la République, édicte des lois antisémites, collabore avec l'occupant. Malgré cela, l'ambassadeur américain reste auprès de Pétain. Roosevelt tente d'écarter de Gaulle. Il considère que c'est un homme illégitime qui compte peu et dont le caractère intraitable complique ses projets. Il craint aussi que la France libérée ne tombe sous sa coupe. Sa préférence va aux responsables politiques d'avant-guerre, plus dociles. En Amérique, de Gaulle est présenté comme un homme de la droite la plus dure. En même temps, on le soupçonne de complaisance envers les communistes. De Gaulle a parié sur les forces françaises de l'Empire colonial qui se rallient. Elles affrontent l'ennemi en Éthiopie, au Soudan et en Égypte. En plein désert de Libye, l'armée française se bat contre des unités germano-italiennes. Le général Koenig affronte le renard du désert, Erwin Rommel. Les Français combattent pour permettre aux Britanniques de se rétablir sur de meilleures positions. Malgré un ennemi 10 fois plus nombreux, les Français remportent la victoire à Bir Hakeim. Le général de Gaulle salue l'action des forces françaises. Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. En dépit de ces hauts faits d'armes, de Gaulle n'a pas été informé de l'opération Torche, le débarquement allié en Algérie et au Maroc le 8 novembre 1942. Les Américains apportent aux grandes affaires des sentiments élémentaires. Ils ne connaissent que leurs intérêts. Ils ignorent presque tout du reste du monde, sur lequel ils n'ont que des idées simples. Pour tenter de contrer de Gaulle, Roosevelt reporte sa confiance sur le général Giraud. Giraud n'a pas de dimension politique et il est jugé plus malléable, mais Roosevelt sous-estime la combativité de Gaulle, renforcée par son autorité sur la résistance qui se réunifie. En janvier 1943, de Gaulle est invité près de Casablanca pour y conférer avec Churchill, Roosevelt et Giraud. Il est furieux, car le Maroc est alors sous protectorat français, et le général se considère chez lui. En dépit de la théâtrale poignée de main dont Roosevelt demande la répétition, la conférence, évidemment, se passe mal. Rien n'est réglé. Après sa rencontre avec de Gaulle, Roosevelt est hargneux. Il raconte que son interlocuteur s'est comparé successivement à Jeanne d'Arc, puis à Clémenceau. Longtemps, les Américains jouent la carte Giraud, mais de Gaulle finit par s'imposer. Face à Roosevelt, le général dispose d'un appui inattendu, l'opinion publique américaine qui a évolué. Au fil des mois, l'aventure des Free French devient populaire. L'écrivain William Faulkner est même chargé d'écrire un scénario pour populariser de Gaulle. Roosevelt ne lâche pas prise. Suprême humiliation,
Churchill n'informe De Gaulle de la date du débarquement que le 4 juin 1944, 48 heures avant l'opération. Il lui annonce aussi le projet américain d'installer et de contrôler sur le territoire français une nouvelle administration et d'imposer une monnaie. De Gaulle, en rage, explose. « Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie !» Churchill lui propose de parler à la radio après Eisenhower, en même temps que la reine des Pays-Bas et le souverain de Norvège. « Et pourquoi pas le sultan de Zanzibar pendant que vous y êtes ?» tonne le général. Finalement, De Gaulle accepte de parler à la radio, mais il refuse de soumettre au préalable son texte. À midi, le 6 juin 1944, il prend donc la parole devant les micros de la BBC et prononce l'un de ses plus beaux discours. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Il se pose ainsi comme le seul chef du gouvernement français. De Gaulle a désormais conscience de la nécessité d'agir sans tarder. Il doit imposer son leadership et son autorité au plus vite. Le 14 juin 1944, il débarque sur une plage près de Courseulles. Un collaborateur du général lui fait remarquer que, 4 ans auparavant, les Allemands entraient dans Paris. De Gaulle laisse tomber. Eh bien, ils ont eu tort. Churchill a dit au général Montgomery qui accueille De Gaulle « Je dois vous infliger une visite du général De Gaulle. Ce sera un fardeau. Il n'est certainement pas souhaitable pour lui de rassembler de larges foules à Bayeux. » Or, la visite de Gaulle à Bayeux est un triomphe. De Gaulle pratique la politique du fait accompli. Il nomme partout des responsables qui ne relèvent que de lui. Churchill réitère ses griefs contre De Gaulle. Il craint que le général, qui a été maltraité, n'ait conçu une profonde antipathie pour l'Angleterre. Churchill était très inquiet. Il savait que j'avais des raisons de ne pas être bienveillant. Mais finalement, pour le calmer, je lui ai écrit pour verser du baume sur les blessures qu'il s'était faites à lui-même. Les hommes peuvent avoir des amis, pas les chefs d'État. De Gaulle veut libérer Paris au plus tôt. L'événement marquerait symboliquement la victoire, et il redoute un coup de force communiste dans la capitale. À Paris, la résistance réclame une intervention rapide des Alliés. Eisenhower, sous les ordres de Roosevelt, toujours très réservé, accepte alors de changer de stratégie. Dès lors, tout se précipite. Le 23 août, De Gaulle est à Chartres, libéré. Le 24, la 2e DB entre dans la capitale. Le 25, le général von Choltitz, commandant militaire allemand, signe sa reddition devant Leclerc. Le soir même, De Gaulle s'installe au ministère de la Guerre qu'il a quitté 4 ans plus tôt. Il constate « Rien n'y manque, excepté l'État. Il m'appartient de l'y remettre. » Un peu plus tôt, à l'Hôtel de Ville, il a prononcé un discours historique. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. C'est la magie du verbe.
Il fait l'impasse sur l'intervention des Alliés. Il efface de la même façon Vichy qui, à ses yeux, n'a jamais eu la moindre légitimité. Le 26 août est le jour du sacre. À pied, il descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule en délire. Il gagne ensuite Notre-Dame. Alors qu'il est sur le parvis de la cathédrale, des coups de feu éclatent. La foule se couche. De Gaulle reste debout. La guerre n'est pas encore finie, mais il sait qu'il a gagné son formidable pari du 18 juin 1940. Dans les jours qui suivent la libération, la situation est confuse. Certains groupes issus de la résistance renâclent à laisser le pouvoir. Mais De Gaulle est inflexible. Il veut maîtriser la situation et notamment endiguer la montée en puissance des communistes présents dans le gouvernement provisoire qu'il vient de former. Désormais, sa priorité est le rétablissement de l'autorité de l'État. Dès le 15 septembre, il entreprend donc à cette fin une tournée dans les provinces, où il reçoit un accueil triomphal. Cependant, partout où il passe, il se montre implacable. « Vous avez bien compris, il faut restaurer l'État », lance-t-il à Marseille, au commissaire de la République, Raymond Aubrac. Ils n'ont pas bronché. C'étaient des roseaux peints en fer. Je leur ai dit qu'on ne fait pas de révolution sans révolutionnaire et qu'il n'y avait qu'un révolutionnaire. C'était moi. La défaite de 1940 a frappé les esprits. Pour être du côté des vainqueurs, il faut que les soldats français continuent à participer au combat. De Gaulle s'y emploie. L'armée française pèse dans le rapport des forces. Au cours de l'année 1945, 325 000 hommes et des renforts massifs des forces françaises intérieures sont présents dans les zones de combat. Simultanément, pour montrer que la France joue de nouveau dans la cour des grands, fin 1944, il se rend à Moscou. L'accueil est sans chaleur. Staline apprécie l'indépendance du général à l'égard des anglo-saxons. Il se méfie en revanche de ses orientations droitières. Il attend surtout de lui qu'il installe le Parti communiste dans la vie politique française. Les négociations sont difficiles. Le tsar rouge n'appuie pas la France dans ses revendications vis-à-vis de l'Allemagne. Il veut aussi que De Gaulle soutienne le gouvernement polonais, qui est sous influence soviétique. Les pourparlers se poursuivent souvent la nuit. Parfois, Staline se fait provocateur. Les diplomates l'exaspèrent. Le dictateur s'exclame « Allez me chercher une mitrailleuse et mettez-les en joue !» Staline était possédé par la volonté de puissance. Rompu à une vie de complot, à se passer de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout était chez lui manœuvre, méfiance et obstination. Enfin, dans la nuit du 9 au 10 décembre, un accord est conclu. Un pacte est signé. De Gaulle n'en est pas entièrement satisfait. Il a été contraint de lâcher du lest sur la Pologne, mais il a aussi montré que la France comptait. De Gaulle est obsédé par la nécessité d'asseoir la France à la table des vainqueurs. Sa ténacité aboutit à un résultat inespéré. Le 8 mai, la France est représentée par le général Delattre lors de la signature de la capitulation allemande à Berlin.
Le maréchal Wilhelm Keitel dirige la délégation allemande. En entrant dans la salle, il salue de son bâton de maréchal les délégations alliées, salutation à laquelle personne ne répond. Apercevant le drapeau tricolore, il fait remarquer à haute voix « Ah, il y a aussi des Français, il ne manquait plus que cela. » Ich bekenne mich nicht schuldig. Keitel finira pendu, condamné à mort par le tribunal de Nuremberg. 3 mois après la signature de la capitulation de l'Allemagne, le 15 août 1945, le maréchal Pétain, qui n'est plus qu'un vieillard à moitié lucide, est jugé et condamné à la peine de mort. Mais, eu égard à son grand âge, De Gaulle commut la sentence en peine de réclusion à perpétuité. Lors d'une commémoration de la bataille de Verdun, il prononce ce discours inattendu à propos de Philippe Pétain. Si par malheur, en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. En 1944, il avait aussi la volonté de restaurer l'unité nationale et de contenir les vagues d'épuration, voire de vengeance. Dans un discours à la radio, il estime que seule une poignée de misérables et d'indignes dont l'État fait et fera justice ont collaboré avec les Allemands. Il fallait réunifier pour reconstruire le pays, car la France est dévastée. À la tête de son gouvernement provisoire, De Gaulle s'attaque à cette immense tâche. Jusqu'en 1946, il légifère à marche forcée, à un rythme exceptionnel, avec de multiples ordonnances pour redéfinir de fond en comble le fonctionnement du pays. Sur le plan social, il refonde le statut du monde agricole, généralise le système des assurances sociales et met en place un dispositif complet d'allocation familiale. Il écrira que si malheureusement il y aura toujours des pauvres en France, il y aura moins de misérables. Il accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. De Gaulle va mener un combat contre le communisme sans reconnaître pour autant des valeurs humaines au capitalisme. Pour lui, c'est l'État avant tout qui doit apporter l'équilibre. Dans le domaine économique et industriel, il nationalise Air France, les houillères, les usines Renault, 9 compagnies d'assurance, la Banque de France et 4 banques de dépôt. Il place sous le contrôle de l'État le gaz et l'électricité. Le nucléaire va être au centre de sa politique d'indépendance nationale. Il fonde le Commissariat à l'énergie atomique pour le développement des centrales d'électricité et la mise au point de l'arme nucléaire. De Gaulle le savait. Après la guerre, les vieux partis risquaient de lui rendre la vie dure. Il en a vite la confirmation. Il a désormais la conviction qu'il joue un rôle néfaste, qu'il défende des intérêts partisans au détriment des intérêts du pays. Il ne décolère pas. En l'absence de M. Bridier, qui se repose pendant quelques jours, c'est M. Manuel Ça ne Bridier, cessera membre de la jamais. commission politique, qui a donné lecture La frénésie des partis est sans cette limite, réunion. accablante. La guerre n'a rien changé à leurs réflexes politiques, et c'est avec ça, à la fin de la guerre, qu'il fallait reconstruire la République, l'État, la France. Étaient dans le même camp en mai 60. Le général commence par tenter de composer, en vain. Hors de lui, il décide de démissionner le 20 janvier 1946. Stupeur dans l'opinion. En réalité, De Gaulle a voulu créer un choc. Il espère que les Français vont le rappeler pour continuer sa tâche.
Il a besoin de ce lien pour compenser les manœuvres des partis. Il oublie que même Churchill a été battu aux élections et que la gratitude n'est pas une valeur populaire. Le peuple semble vouloir oublier la guerre et De Gaulle s'engage sans le savoir dans une longue traversée du désert. L'actualité va le désespérer. La 4e République est crépusculaire, mais elle se révèle plus solide qu'il aurait pu le croire. Le général enrage, et il va sortir rapidement de sa réserve. Premier signe fort, à peine 6 mois après son départ, dans un discours prononcé à Bayeux, ville symbole de la libération, il annonce sa vision des futures institutions de la France. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Il appelle à une nouvelle constitution avec primauté absolue de l'exécutif. C'est l'amorce d'un projet de régime à caractère présidentiel avec, à la tête de l'État, un homme fort. Il définit un vaste territoire des prérogatives du président. Il oppose un chef qui rassemble à des partis qui divisent. Son discours déclenche un flot de critiques, en particulier à gauche. Le libérateur est accusé d'être un factieux. Dans l'esprit de Bayeux, un an après, il crée le 14 avril 1947 le Rassemblement du peuple français, le RPF, un mouvement et non un parti comme les autres. Il veut rassembler, au-delà des frontières partisanes. Il parcourt la France, Strasbourg, Lille, Rennes, Bordeaux. Convaincu de toute mon âme et de toute ma raison que le redressement est possible sur les bases que je vais tracer, je prétends que le régime ne peut y réussir et qu'il nous faut en faire un autre. Et d'autres villes encore, où des centaines de milliers de Français lui réservent un accueil digne d'un chef d'État et acclament ses discours. Où est l'avenir? Il est en nous. Au début, le succès du RPF semble assuré. Près de 40% des électeurs le soutiennent aux élections municipales de l'automne 1947. Mais assez vite, le mouvement s'essouffle. De Gaulle a rencontré l'histoire. Face à Roosevelt, Churchill ou Staline, il savait comment réagir. Confronté au chef de parti, il se révèle inadapté, maladroit. Ses adversaires ne combattent pas sur le même terrain. Six ans après, en 1953, las et usé par des affrontements politiciens qu'il méprise, il met le RPF en sommeil. Il tirera plus tard avec son humour dépouillé les leçons de ses combats politiques. Comment gouverner un pays qui compte 265 spécialités de fromage? Il s'enferme dans le silence de la boisserie pour raconter avec un ton aussi lyrique qu'incisif les prodigieuses aventures de la France libre, opposée à la médiocrité du monde politique. Il trempe parfois sa plume dans le vitriol. Ainsi, à propos d'Albert Lebrun, président de la République avant juin 1940, il écrit « Au fond, comme chef de l'État, 2 choses lui auront manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. De Gaulle avait 2 armes, l'épée et la plume. » Publié en 1954, le premier tome des Mémoires de guerre est un immense succès. La même année, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, qui est un territoire découpé en départements français, gronde une révolte surgit à la Toussaint. 4 ans plus tard,
À partir de février 1958, la situation se dégrade. L'armée et les Français d'Algérie reprochent aux gouvernements successifs de ne pas avoir su régler la crise et la révolte algérienne qui se sont transformées en guerre. Pour les partisans de l'Algérie française, De Gaulle est l'homme de la situation. Nous étions en présence d'une vague qui emportait tous les peuples vers l'émancipation. Il y avait des cons qui ne voulaient pas le voir. Je n'étais pas sûr de pouvoir nous maintenir en Afrique du Nord. Le général sait qu'on avance son nom pour résoudre la crise. Il multiplie discrètement les contacts. Il parle peu et écoute beaucoup. Mais il pose ses conditions, notamment la nécessité de pouvoir décider. Il précise « dictature non, mais plein pouvoir, certes ». Il reste évasif sur ses intentions concernant l'Algérie, mais laisse entendre aux militaires et aux partisans de l'Algérie française qu'il ne lâchera rien. Le 13 mai 1958, à Alger, la crise prend des allures de guerre civile. Un comité de salut public, présidé par les généraux Salan et Massu, est mis en place. 2 jours plus tard, le 15 mai, du haut d'un balcon face au Forum d'Alger, le général Salan fait acclamer De Gaulle. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française! Vive le général De Gaulle! La foule reprend et chante la Marseillaise. Le gouvernement est impuissant. Tous les regards se tournent alors vers Colombey. Par un communiqué, le général fait savoir qu'il se tient prêt. Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. 4 jours plus tard, le 19 mai, 500 journalistes l'attendent pour une conférence de presse qui fera date. La seule chose à faire, c'est ce qui doit empêcher que l'Algérie s'écarte de la France. Il faut qu'elle reste avec nous. Et quant à l'armée, qui est normalement l'instrument de l'État, eh bien encore faut-il qu'il en ait un État. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Alors, je vous répète. Par ces déclarations, De Gaulle déstabilise le gouvernement et, à Alger, la tension monte encore. Certains annoncent que, dans le cadre de l'opération Résurrection, des parachutistes s'apprêtent à sauter sur Paris. La crise est dénouée par le président de la République, René Coty. Le 29 mai, il fait appel à De Gaulle et adresse un message aux députés et aux sénateurs. Le pays étant au bord de la guerre civile, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef. 3 jours plus tard, le 1er juin, De Gaulle se présente devant l'Assemblée. Une séance historique. Il évoque, non sans ironie, le plaisir et l'honneur qu'il ressent à se retrouver dans cette enceinte. Il obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois. Il veut rédiger une nouvelle constitution. Il s'installe à Matignon. À ses côtés, un puissant ministre de la Justice, Michel Debré, et un directeur de cabinet qui s'appelle Georges Pompidou. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. De Gaulle, Histoire d'un géant est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Martange. Réalisé par Jean-Pierre Cotet et écrit par Jean-Pierre Cotet, Patrice Duhamel et Éric Roussel. Les monologues sont écrits par Yves De Gaulle. Production exécutive du podcast Initial Studio.
Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.